Je n'oublierai jamais le son de ses pleurs, car ce n'était pas un sanglot ordinaire. C'était un gémissement brisé, étouffé, comme si quelqu'un tentait de ne pas hurler pendant que son âme se déchirait en deux. Je venais de rentrer du travail lorsque j'ai ouvert la porte de notre pavillon et que je l'ai entendu. Ma femme Hélène était assise au bord du canapé, se serrant elle-même dans ses bras, le visage blanc comme un linge et les yeux complètement perdus. Quand elle m'a vu, elle a essayé de se lever, mais ses jambes n'ont pas répondu. Elle n'a réussi qu'à me regarder et à bouger les lèvres sans qu'aucun son n'en sorte. À cet instant, j'ai su que quelque chose de terrible s'était produit. Je me présente. Je m'appelle Michel Dufour, j'ai 64 ans et je vis à Nantes avec Hélène depuis 38 ans. Nous avons traversé ensemble des maladies, des dettes, élevé nos enfants, assisté à des enterrements, partagé des rires et des pertes. Mais jamais je ne l'avais vue dans un tel état. J'ai couru vers elle, laissé tomber ma sacoche et me suis agenouillé devant son corps tremblant. Ses mains étaient froides et rigides, et chaque fois qu'elle tentait de parler, sa gorge ne produisait qu'un faible son, comme un soupir brisé. Je lui ai demandé une fois, 2 fois, 3 fois ce qui s'était passé, mais elle ne pouvait pas me répondre. Elle pleurait simplement sans larmes au début, comme si la douleur était trop grande pour sortir même par ses yeux. C'est alors que ma fille Mathilde est apparue depuis le couloir. Elle marchait vite, nerveuse, son portable à la main. Sa respiration était agitée et ses cheveux étaient en désordre. Elle m'a regardé et m'a dit précipitamment : « Papa, quand je suis arrivé, elle était déjà comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Quelque chose dans sa voix sonnait appris, répété, presque mécanique. Elle m'a expliqué qu'elle était venue rendre visite à sa mère, qu'elle l'avait trouvée en train de pleurer dans la cuisine, qu'elle ne comprenait rien. Mais pendant qu'elle parlait, elle évitait de me regarder dans les yeux. Ce détail, si petit, a été le premier à me faire sentir que quelque chose ne collait pas. J'ai aidé Hélène à s'allonger sur le canapé. Je lui ai apporté de l'eau, pris son pouls et disposé une couverture sur ses épaules. Elle a essayé de dire mon nom plusieurs fois, mais chaque tentative se terminait par un sanglot sans voix. Ma fille Mathilde allait d'un côté à l'autre, excessivement attentive, trop même. Elle préparait du thé, ramassait des choses que personne ne lui avait demandées et parlait sans arrêt de sujets sans importance. Je l'observais en silence. Quelque chose en moi, une vieille intuition que je pensais avoir perdue au fil des années, commençait à se réveiller lentement. Plusieurs minutes se sont écoulées jusqu'à ce qu'Hélène parvienne à prononcer quelques mots. Sa voix n'était qu'un fil ténu, mais suffisant pour me briser le cœur quand je l'ai entendue murmurer : « J'ai peur. » Seulement ça. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle n'a pas dit de qui. Juste la peur. J'ai pris son visage entre mes mains et l'ai forcé à me regarder. Elle avait un bleu à peine visible sur le poignet gauche, maladroitement caché sous la manche de son pull. Ma fille s'est avancée immédiatement et a dit : « Elle s'est sûrement cognée sans s'en rendre compte, papa ? Ces derniers temps, elle trébuche beaucoup. Cette excuse m'est tombée dessus comme une gifle. » « Tu l'as touchée ? » lui ai-je demandé sans élever la voix. Ma fille s'est figée pendant une fraction de seconde, mais cela a suffi pour que je le remarque. Puis elle s'est reprise, offensée. « Comment peux-tu dire ça, papa ? » a-t-elle répondu en portant la main à sa poitrine. Je ne ferai jamais de mal à ma mère. Hélène, depuis le canapé, s'est mise à pleurer plus fort. Je l'ai serrée d'un bras, et de l'autre, j'ai continué à regarder ma fille sans rien dire. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas accusé. Mais en moi, quelque chose a commencé à se briser lentement, comme une fissure qui s'ouvre sans faire de bruit. J'ai emmené Hélène dans notre chambre pour qu'elle se repose. Je lui ai donné le médicament pour les nerfs que son médecin lui avait prescrit des mois auparavant. Pendant qu'elle s'endormait, toujours tremblante, je suis retourné au salon. Mathilde était toujours là, assise, regardant son portable avec une tranquillité apparente. Je lui ai demandé de partir. Elle a dit qu'elle préférait rester au cas où quelque chose arriverait. Son insistance m'a mis mal à l'aise plus que je ne pourrais l'expliquer. J'ai attendu qu'elle aille aux toilettes un instant. Puis, sans perdre de temps, je me suis dirigé droit vers la petite pièce où se trouve le système de caméra de surveillance que j'avais installé il y a des années après quelques cambriolages dans le quartier.
Je n'aurais jamais pensé devoir visionner ces enregistrements en cherchant quelqu'un de mon propre sang. Mes mains tremblaient quand j'ai allumé le moniteur. J'ai visionné l'enregistrement du matin, puis celui de midi. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'atteigne une bande précise de 38 minutes où il n'y avait absolument rien. L'image était figée. L'horloge continuait d'avancer, mais il n'y avait aucun mouvement, aucun enregistrement, rien. Cela ne s'était jamais produit auparavant. J'ai avancé de quelques minutes supplémentaires et l'image est revenue soudainement. La première chose que j'ai vue, c'était Hélène par terre dans la cuisine, recroquevillée, tenant son bras. Puis j'ai vu ma fille marcher rapidement vers la porte, recoiffant ses cheveux, respirant lourdement. La scène n'a duré que quelques secondes. J'ai senti mon sang se transformer en glace. J'ai rembobiné la vidéo plusieurs fois, mais la section manquante n'est pas apparue. Elle avait été effacée intentionnellement. Je n'en doutais pas. J'ai éteint le moniteur et me suis appuyé contre le mur. Ma poitrine me faisait mal, non pas d'une crise cardiaque, mais de quelque chose de pire. La trahison. Je suis retourné lentement au salon. Ma fille était sortie des toilettes et m'a demandé si tout allait bien. Je l'ai regardée longuement avant de répondre. La petite fille que j'avais protégée, élevée et défendue contre le monde entier, se tenait maintenant devant moi comme une parfaite inconnue. « Tout va bien ?» lui ai-je dit. « Tu peux aller te reposer tranquillement. » Elle m'a observé avec méfiance, comme si elle essayait de deviner combien j'en savais déjà. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis près du lit d'Hélène, écoutant sa respiration irrégulière, regardant les ombres voyager sur les murs. Chaque fois qu'elle gémissait dans ses rêves, je sentais un nœud dans ma gorge. Jamais en mes 64 ans, je n'avais ressenti une rage aussi silencieuse, aussi profonde, aussi dangereuse. À 3 heures du matin, Hélène a ouvert les yeux. Elle m'a fixé. Cette fois, elle a réussi à parler, très lentement, comme si chaque mot lui coûtait un morceau de vie. « Ne lui fais pas confiance », a-t-elle murmuré. J'ai approché mon visage du sien. « Dis-moi ce qui s'est passé », lui ai-je demandé. Ses lèvres ont tremblé. « Elle m'a forcé », a-t-elle dit. « Elle m'a poussé. Elle m'a crié dessus. Je ne voulais pas signer. » Signer ? Ce mot a allumé une alarme brutale dans mon esprit. On a entendu des pas doucement depuis l'extérieur. « Papa, tout va bien ?» Hélène s'est tue. La terreur a repris possession de son visage. J'ai serré sa main fortement. « Oui, » ai-je répondu. « Tout va bien. » Ma fille est repartie. J'ai regardé Hélène à nouveau. Les larmes coulaient, maintenant sans contrôle sur ses joues. « Demain, je te raconterai tout, » a-t-elle murmuré. « Maintenant, j'ai peur. »« Personne ne te touchera tant que je serai vivant, » lui ai-je promis d'une voix basse. Et pendant qu'elle se rendormait, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Faire semblant de ne rien savoir jusqu'à ce que je trouve la vérité complète. Parce que ce qui s'était passé pendant ces 38 minutes effacées des caméras n'avait pas seulement détruit la paix de notre foyer, cela avait déclenché la pire trahison qu'un père puisse affronter. Et ce n'était que le début. À l'aube, la maison sentait les médicaments, le café froid et la peur ancienne. Hélène dormait encore avec un froncement de sourcils, même dans son sommeil, comme si son corps n'osait pas se reposer complètement. Je suis resté assis à ses côtés jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Quand elle l'a fait, elle m'a regardé avec cette tendresse fatiguée que seules les années partagées donnent. Et pendant un instant, j'ai pensé que tout avait été un cauchemar. Mais le bleu sur son poignet était toujours là, sombre, indéniable. « Comment te sens-tu » lui ai-je demandé à voix basse. « Fatiguée » a-t-elle répondu, honteuse. Ce mot m'a fait plus mal que n'importe quel coup. « Tu n'as aucune raison d'avoir honte » lui ai-je dit. « C'est elle qui devrait avoir honte, pas toi. » Elle ne voulait pas continuer à parler. Son silence était un mur construit par la terreur. J'ai décidé de ne pas la presser. J'ai préparé le petit déjeuner en faisant attention à ne pas faire de bruit. Pendant que le pain grillait, mon esprit voyageait inévitablement vers ma fille. Mathilde, 42 ans, divorcée depuis 5 ans. Elle vivait seule dans un appartement à Saint-Herblain avec un crédit à la consommation qui l'étouffait mois après mois. Je savais qu'elle avait des problèmes d'argent. Je savais qu'elle me demandait souvent de l'aide.
Mais de là à faire du mal à sa propre mère, je ne pouvais pas le croire. Et pourtant, les images de la caméra ne mentaient pas. Vers 10 heures du matin, j'ai reçu un appel de Mathilde. Papa, comment va maman? Sa voix était calme, presque sereine. Trop sereine. Elle va mieux, ai-je répondu sèchement. Elle se repose. Je peux passer la voir? Non, pas aujourd'hui. Il y a eu un silence. Puis elle a insisté. Papa, je m'inquiète pour elle. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. J'ai dit non, Mathilde. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Mes mains tremblaient de rage. J'ai respiré profondément plusieurs fois, essayant de me calmer. Hélène m'observait depuis le seuil de la chambre. C'était elle? A-t-elle demandé avec cette voix brisée qu'elle avait maintenant. J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Michel, j'ai besoin de te raconter. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Elle a pris une grande respiration et a commencé à parler. Les mots sortaient lentement, avec douleur, comme si chacun d'eux lui arrachait un morceau d'âme. Ça fait des mois que ça dure, a-t-elle commencé. Elle venait à la maison quand tu n'étais pas là. Au début, c'était des visites normales. On prenait le café, on parlait. Puis elle a commencé à me poser des questions sur notre patrimoine, sur le pavillon, sur nos comptes d'épargne. Je n'y prêtais pas attention. Je pensais qu'elle s'intéressait juste par curiosité. Hélène s'est arrêtée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je lui ai pris la main pour l'encourager à continuer. Il y a 3 semaines, elle est arrivée avec des papiers. Elle m'a dit que c'était pour nous faciliter les choses, que si quelque chose nous arrivait, à toi ou à moi, tout serait plus simple, que c'était une procuration. Je lui ai dit que je devais t'en parler d'abord, que nous devions voir ça ensemble. Elle s'est énervée. Elle a dit que tu ne comprendrais pas, que j'étais vieille et que je ne savais rien de ces choses-là. Je lui ai dit de partir. Elle est partie en claquant la porte. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ai-je demandé, essayant de contenir ma propre douleur. J'avais honte, a-t-elle murmuré. C'est ma fille, Michel. Je pensais que c'était ma faute, que j'avais mal interprété. Elle a continué. Hier, elle est revenue. Cette fois, elle n'était plus la même. Elle était agressive dès le début. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus de temps, qu'elle avait besoin que je signe immédiatement. Je lui ai dit non. Alors elle a commencé à crier. Elle m'a traité d'égoïste, d'ingrate. Elle a dit que toute sa vie elle avait tout sacrifié pour nous et que maintenant je lui refusais la seule chose qu'elle me demandait. Hélène pleurait maintenant ouvertement. Je me suis levé pour partir de la cuisine. Elle m'a attrapé par le bras. Elle m'a poussé. Je suis tombé. Quand j'ai essayé de me relever, elle m'a maintenu au sol et a posé les papiers devant moi. Elle m'a dit « Signe ou je te jure que tu vas le regretter ». Mon sang a bouilli. « Tu as signé ?»« Non », a-t-elle répondu en secouant la tête. « Je n'ai pas signé. C'est pour ça qu'elle est devenue folle. Elle m'a tiré par les cheveux, m'a frappé contre le placard. Puis, elle a pris mon portable et a effacé les enregistrements de la caméra. Elle savait où ils étaient, parce qu'une fois, tu lui avais montré le système. Je me suis levé de la chaise, incapable de rester assis. J'ai marché dans la cuisine, les poings serrés, essayant de ne pas exploser. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?»« J'avais peur, » a-t-elle dit. Elle m'a dit que si je parlais, elle raconterait des mensonges sur nous. Qu'elle dirait que nous la maltraitions, que nous l'exploitions, qu'elle nous ferait passer pour des monstres. Je me suis accroupi devant elle et j'ai pris son visage entre mes mains. « Hélène, écoute-moi bien. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu m'entends? Rien. » Elle a hoché la tête, mais je voyais dans ses yeux qu'elle ne me croyait pas complètement. La culpabilité s'était installée en elle comme une maladie. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» a-t-elle demandé avec une voix de petite fille perdue. « On va se défendre » ai-je répondu fermement. « On va chercher de l'aide et on ne va plus jamais la laisser t'approcher. » L'après-midi même, j'ai pris rendez-vous avec notre avocat, maître Bernard Leroy, un homme de confiance que nous connaissions depuis des années. Je lui ai raconté tout. Je lui ai montré les enregistrements des caméras, ceux qui restaient. Je lui ai expliqué la situation avec les 38 minutes manquantes. Il m'a écouté avec un sérieux absolu. « Monsieur Dufour, » a-t-il dit finalement, « ce que votre fille a fait s'appelle de la violence conjugale,
de l'extorsion et tentative de fraude. Ce sont des délits graves. Vous devez porter plainte. Porter plainte contre ma propre fille, ai-je murmuré, comme si dire ces mots à voix haute les rendait plus réels. C'est la seule façon de protéger votre femme, a-t-il répondu, et de vous protéger vous-même. Si vous ne faites rien, elle reviendra. Et la prochaine fois, elle ira peut-être plus loin. Je suis rentré à la maison avec un poids énorme dans la poitrine. Hélène m'attendait dans le salon, assise dans la pénombre. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» m'a-t-elle demandé. « Il dit qu'on doit porter plainte. » Elle a fermé les yeux. « Contre notre propre fille. »« Ce n'est plus notre fille. » ai-je dit avec une dureté qui m'a surpris moi-même. Celle que nous connaissions ne ferait jamais ça. Les jours suivants ont été un cauchemar. Nous sommes allés au commissariat de police de Nantes. Nous avons fait une déposition complète. J'ai remis les enregistrements des caméras, ceux qui existaient encore. Hélène a raconté tout, avec difficulté, mais elle l'a fait. L'officier qui nous a reçus, une femme d'une quarantaine d'années avec un regard sérieux, a pris des notes de tout. « Nous allons ouvrir une enquête », a-t-elle dit. « Votre fille sera convoquée. En attendant, nous allons émettre une ordonnance de protection pour madame. » Une ordonnance de protection contre notre propre fille. Les mots sonnaient irréels, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre, pas à la nôtre. Mathilde a été convoquée au commissariat 3 jours plus tard. Elle est venue accompagnée d'un avocat, un jeune homme en costume qui parlait vite et avec arrogance. Elle a nié tout. Elle a dit qu'Hélène était confuse, qu'elle avait des problèmes de mémoire, que tout était un malentendu. Elle a pleuré devant les policiers. Elle a joué le rôle de la fille préoccupée et incomprise. Mais les enregistrements des caméras, même incomplets, parlaient d'eux-mêmes. Et le rapport médical qu'Hélène avait obtenu, montrant les ecchymoses et les marques sur son corps, était indéniable. L'enquête a avancé. Des semaines ont passé. Hélène a commencé à voir une psychologue spécialisée dans les violences familiales. Moi, je passais mes nuits éveillées, regardant le plafond, me demandant où nous avions échoué en tant que parents. Qu'avions-nous fait de mal pour que notre fille devienne cela? Un soir, alors que nous dînions en silence, Hélène a posé sa fourchette et m'a regardé. « Tu penses qu'on aurait pu éviter ça ?» J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Peut-être, ou peut-être que non. Peut-être qu'il y avait des signes qu'on n'a pas vus. Ou peut-être qu'il n'y en avait pas. Elle n'a pas toujours été comme ça, a-t-elle murmuré. Quand elle était petite, elle était si douce. Les gens changent, ai-je dit. Pas toujours en bien. Nous avons fini de dîner dans un silence lourd. Cette nuit-là, Hélène s'est accrochée à moi dans le lit, et j'ai senti son corps trembler. J'ai peur qu'elle revienne, a-t-elle chuchoté. Elle ne reviendra pas, ai-je promis, même si je n'en étais pas sûr moi-même. 2 mois après le début de l'enquête, le procureur de la République a décidé de porter l'affaire devant le tribunal correctionnel. Mathilde allait être jugée pour violence volontaire sur ascendant, tentative d'extorsion et destruction de preuves. Les chefs d'accusation étaient lourds. Si elle était reconnue coupable, elle risquait plusieurs années de prison. La veille du procès, je n'ai presque pas dormi. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais portée dans mes bras quand elle était bébé, à toutes les fois où je l'avais consolée après un chagrin d'enfance, à son mariage, à son divorce, à toutes les fois où je l'avais aidée financièrement sans jamais rien demander en retour. Et maintenant, j'allais témoigner contre elle devant un tribunal. Le matin du procès, Hélène s'est habillée lentement. Ses mains tremblaient en boutonnant sa robe. Je l'ai aidée. On peut encore renoncer, lui ai-je dit, même si je savais que ce n'était pas vrai. Non, a-t-elle répondu avec une détermination que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps. Il faut le faire. Pour nous. Et pour elle aussi. Elle a besoin d'apprendre. Nous avons pris notre café en silence. Elle l'a à peine goûté. En sortant de la maison, elle a regardé une dernière fois vers l'intérieur, comme si elle craignait de ne plus se reconnaître dans cet endroit après ce qui allait venir. J'ai serré sa main fortement. Nous n'avions pas besoin de parler pour savoir que nous ressentions tous les deux la même chose. La peur, la culpabilité, la tristesse et un petit espoir de paix. Le tribunal de grande instance de Nantes était bondé. L'air était tendu, chargé de murmures.
Quand nous sommes entrés dans la salle, mon cœur s'est mis à battre dans ma poitrine avec une force qui me faisait craindre pour mes propres battements de cœur. Ma fille était déjà là, vêtue de vêtements sobres, les cheveux attachés, le visage pâle. Elle ne ressemblait pas à la même femme qui avait crié, menacé et frappé, mais je savais que ce n'était qu'un autre de ces masques. J'ai évité de la regarder. Hélène ne le pouvait pas. Quand leurs regards se sont croisés, j'ai vu comment son corps a tressailli. Je l'ai serrée par les épaules, ne lui permettant pas de reculer. Elle devait être là, non pas comme une victime silencieuse, mais comme une femme qui avait décidé d'affronter sa vérité. Le juge a parlé d'un ton ferme. Les charges ont été lues. Violence sur ascendant, coercition, faux en écriture, tentative de spoliation de biens. Chaque mot était comme un marteau tombant sur une histoire qui n'aurait jamais dû être écrite ainsi. Puis, ils ont donné la parole à ma fille. Elle s'est levée avec des mains tremblantes. Sa voix au début n'était qu'un murmure. Elle a essayé de se justifier. Elle a parlé de stress, de problèmes économiques, de se sentir seule, d'avoir porté trop de responsabilités. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à sa mère, que ça lui avait échappé. J'ai tout écouté sans interrompre. Une partie de moi voulait crier qu'elle mentait. Une autre partie, beaucoup plus fatiguée, voulait juste que ça se termine. Quand ce fut le tour d'Hélène de parler, le temps sembla s'arrêter. Elle a marché lentement vers l'avant. J'ai senti sa main trembler dans la mienne avant de la lâcher. J'ai pensé qu'elle ne serait pas capable de le faire. J'ai pensé qu'elle allait craquer. Mais non. Elle a levé la tête et a parlé d'une voix faible. Oui, mais claire, ferme. Chaque mot était une déclaration de dignité. Elle a tout raconté, depuis la première poussée jusqu'à la dernière menace. Depuis le moment d'être laissée seule jusqu'à la terreur de signer sans comprendre. Elle n'a rien embelli. Elle n'a rien exagéré. Elle a simplement dit la vérité. Et la vérité, quand elle est enfin prononcée, pèse comme une pierre. J'ai témoigné après elle. J'ai parlé des enregistrements, des documents, de comment j'avais vu ma propre fille forcer sa mère à signer quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Chaque mot me coûtait la vie. Mais je savais que je devais le dire avec sérénité parce que la justice n'a pas besoin de rage. Elle a besoin de faits. Le juge a demandé une suspension d'audience. Le silence dans la salle était brutal. On pouvait entendre la respiration nerveuse de ceux qui attendaient. Hélène ne cessait de serrer un petit chapelet entre ses doigts. Je regardais le sol en essayant de ne pas tomber dans l'abîme des souvenirs. Quand le juge est revenu, nous nous sommes tous levés. J'ai ressenti un vertige étrange, comme si tout mon corps rejetait cet instant. Puis, j'ai entendu les mots qui allaient changer nos vies pour toujours. Ma fille a été déclarée coupable. Coupable de violence, coupable de coercition, coupable de fraude. La peine comprenait de la prison ferme et l'annulation de tous les documents signés sous pression. Hélène a laissé échapper un gémissement. Je l'ai tenue par la taille pour qu'elle ne tombe pas. Ma fille a pleuré, non pas de rage, de désespoir. Pour la première fois, ses pleurs n'étaient plus un outil. C'était la défaite. Quand ils l'ont emmenée, elle a croisé mon regard une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait plus ni haine, ni défi, seulement une question muette à laquelle je ne savais pas, ni ne voulais répondre. La porte s'est refermée derrière elle, avec un bruit sec qui a résonné à l'intérieur de ma poitrine, comme un coup de tonnerre. En sortant du tribunal, Hélène a pris une grande respiration. L'air semblait différent, moins lourd, plus réel. « C'est fini » a-t-elle murmuré. « Oui » ai-je répondu. « C'est fini. » Mais ce n'était pas une fin heureuse. C'était une fin nécessaire. Et parfois, la vie ne nous offre que ça. Les jours suivants ont été étranges. La maison était calme, mais d'un calme fait d'absence. La chambre de notre fille restait fermée. Personne n'osait y entrer. Finalement, un après-midi, Hélène m'a demandé de le faire ensemble. Nous avons ouvert la porte. Tout était resté pareil. Le lit fait, ses vêtements dans le placard, ses objets sur les étagères. C'était comme un sanctuaire de quelqu'un qui n'appartenait plus à cette maison. Hélène s'est assise sur le lit et a porté ses mains à son visage. Elle a pleuré en silence. Je suis resté debout, ne sachant pas quoi faire. Il n'y a pas de manuel pour fermer la porte du cœur à un enfant. Avec le temps,
Nous avons commencé à nous reconstruire. Hélène a commencé une thérapie. Elle s'est remise à dormir sans sursaut. Elle s'est remise à marcher dans le jardin, à arroser les plantes, à parler sans peur. Je l'observais avec un mélange de joie et de tristesse. Je la voyais renaître. Et en même temps, je voyais l'ombre de notre fille dans chaque geste. Un après-midi, alors que nous buvions du café sous le soleil, Hélène m'a regardé et m'a dit « Si tu n'étais pas arrivé ce jour-là, je ne serais pas là. » J'ai serré sa main fortement. Si tu n'avais pas eu le courage de parler, je serais encore aveugle. Nous nous sommes regardés en silence. Deux personnes âgées qui avaient traversé la plus grande tragédie de leur vie, causée par quelqu'un qu'elles aimaient de toute leur âme. J'ai su alors que le véritable amour n'est pas naïf, qu'aimer, ce n'est pas tout permettre, que parfois, pour sauver qui tu aimes, tu dois le faire même de celui qui lui fait le plus de mal, même si cette personne porte le même sang que toi. Hélène a souri faiblement. Maintenant, je veux juste vivre en paix, a-t-elle dit. Et tu l'auras, ai-je répondu, même si nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Parce que nous ne sommes jamais redevenus les mêmes. Le prix de voir la vérité a été élevé. Nous avons perdu une fille. Nous avons perdu une illusion. Nous avons perdu l'idée d'une famille parfaite. Mais nous n'avons pas perdu le plus important, la vie, la dignité et la lumière qu'il nous restait encore. Et ainsi, dans ce petit jardin où tant de fois nous avions ri tous les trois, Hélène et moi avons compris que l'amour, quand il cesse d'être aveugle, fait mal, mais libère aussi. Quelques mois se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. Aujourd'hui, la maison sent le café le matin et le pain fraîchement grillé à nouveau. Hélène marche plus droite, dort sans sursaut, et parfois elle fredonne même de vieilles chansons en arrosant les plantes du jardin. Je l'observe en silence, remerciant chaque petit geste que nous tenions pour acquis auparavant. Ça n'a pas été facile. Aucune blessure qui porte le nom d'un enfant ne guérit rapidement. Il y a des jours où elle reste à regarder par la fenêtre avec des yeux perdus, et je sais exactement à qui elle pense. Dans ces moments-là, je ne dis rien. Je m'approche simplement, et je prends sa main. Nous avons déjà appris qu'il y a des douleurs qui ne se guérissent pas avec des mots, mais avec une présence. Notre fille purge sa peine. Nous ne l'avons pas revue. Parfois, je me demande si un jour je pourrai la regarder sans que le passé ne me traverse la poitrine. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si elle comprendra un jour tout le mal qu'elle a causé. La seule chose que je sais, c'est que j'ai fait ce que je devais faire en tant que mari et en tant qu'homme. Aujourd'hui, nous vivons avec moins de peur et avec plus de vérité. Et même si nous avons perdu quelque chose d'irrécouvrable, nous avons aussi sauvé quelque chose de beaucoup plus précieux, nos vies et notre dignité. Si cette histoire vous est parvenue, je veux que vous sachiez quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour dire « ça suffit ». Il n'est jamais trop tard pour protéger ceux que vous aimez. Et il n'est jamais trop tard pour affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je m'appelle Michel Dufour, et ceci était mon histoire.